Good morning, everyone. Bonjour à tous. Je m'appelle Kayona et je suis membre du comité des évaluations et des rapports du CSPC. Nous reconnaissons que la conférence sur les politiques scientifiques canadiennes se déroule sur le territoire non cédé et non restitué de la nation algonquine Anishinaabe, dont la présence ici remonte à des temps immémoriaux. Nous respectons nos hôtes traditionnels et les remercions de nous permettre de travailler sur ce territoire. This next session is... Cette prochaine séance s'appelle « Comment les villes peuvent-elles collaborer pour accéder à de meilleures preuves ?» Elle est organisée par le Fonds de recherche du Québec. Alors n'oubliez pas de faire part de votre rétroaction sur Twitter. Nous apprécierions votre rétroaction et nous vous encourageons également à remplir votre rétroaction sur l'application pour que l'on puisse utiliser ça pour faire de la conférence de l'an prochain une meilleure expérience. Merci beaucoup et j'espère que vous aimerez cette séance. Beaucoup au CSPC aussi pour cette invitation, pour nous permettre d'être là. So this panel will... Alors ce panel va avoir lieu principalement en français, mais si vous avez besoin de récepteurs d'interprétation, ils se trouvent auprès des techniciens. En français. If you have questions in English, Si vous avez des questions en anglais, n'hésitez pas à les poser et nous assurerons qu'on vous comprenne. Sont francophones, ça nous fait plaisir de faire ce panel en français. Alors, ce panel est organisé, comme le disait Kayona, par les fonds de recherche du Québec et précisément par le bureau du scientifique en chef du Québec. Je prends un temps d'abord pour me présenter. Moi, c'est Julie Dirvimer. Je travaille au bureau du scientifique en chef du Québec. Et il faut savoir que le scientifique en chef du Québec a pour mandat de conseiller, de promouvoir le conseil scientifique auprès des décideurs au Québec. Et donc, les décideurs à l'échelle municipale font partie de cette population-là, finalement, qu'il dessert. Et donc, il s'intéresse depuis quelques années à la façon dont on peut mieux soutenir les municipalités pour leur donner les connaissances, leur apporter les connaissances dont ils pourraient avoir besoin dans l'exercice de leur fonction. Et on a essayé déjà plusieurs choses, plusieurs formes de conseils, plusieurs structures. On a essayé de mettre en place et donc on est vraiment ravis de pouvoir en discuter avec vous aujourd'hui. On va principalement s'intéresser à la fameuse formule du global au local et du local au global. On l'entend souvent, cette formule-là. Elle est beaucoup dans le discours pour opérationnaliser les objectifs du développement durable, évidemment. On dit que l'innovation et la mobilisation viendraient des villes, commencerait par les ruelles, par les communautés. C'est là que le réel changement s'opérerait et ensuite on met ça à l'échelle pour obtenir un changement global. Alors la question c'est est-ce que ça fonctionne vraiment, ce local au global et ce global au local? On va en parler un petit peu. Et donc on va commencer justement par regarder cette échelle municipale. Est-ce qu'ils ont la capacité de jouer pleinement le rôle d'innovateur dans la société d'aujourd'hui, qu'ils soient seuls ou en association? On va en parler avec 4 de mes panélistes qui sont là aujourd'hui. Je vais vous les présenter rapidement. D'abord, Christian Schriebert, merci beaucoup d'être avec nous, directeur général de la ville de Lorraine. De Sainte-Thérèse, excusez-moi, la ville de Sainte-Thérèse. Vous avez changé, n'est-ce pas? C'était, ouais, c'est ça, j'aurais dû le savoir, Sainte-Thérèse. Bon, alors il a une grande expérience dans différentes villes du Québec, donc il est très, très expérimenté. Et il est aussi vice-président, ça c'est juste, de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec, l'ADGMQ. Donc il va pouvoir nous donner un avis très expérimenté du point de vue de l'administration municipale.
Ensuite, on a du côté plus de l'expérience des élus. Nous avons avec nous François-William Croteau, qui a été maire de Rosemont-la-Petite-Patrie, un arrondissement de la ville de Montréal, et qui est maintenant conseiller en transition climatique chez Innovitech. Merci beaucoup d'être avec nous. Ensuite, du côté plus des fédérations municipales, on a Rachel Deslauriers avec nous, qui est gestionnaire principale rayonnement des programmes à la Fédération canadienne des municipalités. Merci. Et Nicolas Biron, qui est spécialiste de programme en économie verte et circulaire à l'IFDD, Institut de la francophonie en développement durable, qui va donc nous présenter un peu comment les villes s'associent aussi pour relever ces grands défis-là. Alors, la façon dont ça va se dérouler, de façon assez classique finalement, d'abord, on va avoir, je vais poser une question à chacun de nos panélistes, ça va leur permettre de se présenter et de donner leur premier avis sur le sujet. Et ensuite, on va échanger un petit peu, puis évidemment, même plus qu'éventuellement, évidemment, et vraiment, on espère que vous aurez des questions pour eux et pour elles. Je vais commencer par Nicolas Biron. Quand vous travaillez à l'IFDD, comment les villes abordent les fameux objectifs de développement durable? Est-ce qu'elles gagnent à les aborder ensemble? Comment vous pouvez les accompagner à apprivoiser cette grosse bébite que sont les ODD? Merci beaucoup. Effectivement, je pense que c'est le terme, hein, une grosse bébite. C'est souvent comme ça qu'on est reçu lorsqu'on fait des accompagnements, des interventions dans les collectivités locales au niveau de la francophonie. Alors, juste pour vous situer, l'IFDD, basé à Québec, on est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie, mais on est spécialisé dans les questions de développement durable. Et nous avons, à ce titre, donc accompagné avec les Nations unies tout le processus d'élaboration de ces fameux objectifs de développement durable. Et par la suite, en fait, depuis 2015, on a accompagné différents de nos États membres à travers surtout l'Afrique en particulier pour élaborer des plans nationaux de développement durable. Puis maintenant, on le fait au niveau des collectivités. Pourquoi on le fait au niveau des collectivités? C'est parce que, prenez un exemple, le Burkina Faso, c'est un pays, mais c'est 380 municipalités au final à l'intérieur du pays. Et les objectifs de développement durable, les 17 objectifs, 169 cibles, c'est beaucoup au niveau des territoires, finalement, des collectivités qu'on peut avoir un impact réel. Donc, prenez la question de la faim, la question des transports, la question des villes durables, justement, l'objectif 11, le climat, on en parle beaucoup là, avec la COP actuellement. Ça se passe beaucoup au niveau des villes. Ceci dit, les villes, souvent, viennent vers nous et nous disent, écoutez, 17 objectifs de développement durable, 169 cibles, 235 et plus indicateurs. Moi, je suis une ville de taille moyenne. J'ai une ou deux personnes qui connaissent le développement durable. On fait comment, là? Et c'est pour ça que l'IFDD a développé différents outils, démarches pour aider les municipalités à prioriser, déjà aussi comprendre ce que sont les ODD, et les aider à prioriser leurs cibles et être en mesure de dire, OK, j'ai 169 cibles, mais là-dessus, il y en a peut-être, au regard de mon contexte municipal, de mes enjeux précis, j'ai peut-être 5, 6, 7 urgences, 12 priorités, des choses qui sont peut-être plus de moyen terme. Et à partir de là, on est capable avec elles d'aider à identifier des axes stratégiques et d'aider à élaborer finalement un plan local de développement durable. Mais évidemment, il y a des défis. La première chose qu'on remarque et que les villes remarquent aussi rapidement lorsqu'on fait ces interventions avec elles, c'est que les ODD et les cibles sont très complexes. Pas nécessairement compliqués, mais complexes au sens où tout est interrelié. On ne peut pas parler de climat aujourd'hui sans parler, donc ça c'est l'ODD 13, sans parler de transport, donc dans l'ODD 11, ça va être relié bien sûr à la biodiversité, ODD 15, la faim, ODD 2, l'éducation, etc., etc. Donc tout est interrelié et chaque action qu'on va faire pour atteindre une ou l'autre des cibles va avoir un effet rebond, positif ou négatif, sur d'autres cibles. Et donc c'est tout un amalgame qu'il faut bien comprendre. Et pour ça, on a besoin de ressources, pas seulement financières, mais des ressources humaines qui comprennent ces enjeux-là. Et on a besoin de données. Et c'est là où c'est souvent aussi très difficile à l'échelle locale, parce qu'on n'a pas toujours les données probantes pour prendre les bonnes décisions sur chacune des cibles qui les concernent. J'ai plusieurs expériences dans des villes à l'étranger, surtout, mais également ici au Québec, où on étudie, par exemple,
l'étant d'une cible de développement durable pour la ville. On peut prendre l'accès à l'eau, les déchets, peu importe. Et autour de la table, on a différents experts. Toutes les parties prenantes de la ville sont invitées. Et chaque expert, ou j'ai 2-3 experts qui arrivent avec son rapport. Et là-dessus, j'ai 3 statistiques différentes pour le même indicateur. Ce n'est pas toujours facile, finalement, de savoir l'état réel de la situation et d'être en mesure de prendre la bonne décision. Et c'est un enjeu parce qu'aujourd'hui, et puis là on le voit avec le climat aussi, on n'a plus le luxe aujourd'hui de faire des essais-erreurs. On a besoin que chacun de nos dollars, chaque investissement soit le plus judicieux possible et d'avoir des impacts quand même assez rapides. On ne peut plus se permettre de faire des investissements qui vont créer des verrous, en fait, qui ne tendront pas vers le développement durable. Donc, on a besoin de ces données-là. C'est difficile de les avoir. Paradoxalement, la ville est souvent le lieu où on pourrait, en tout cas théoriquement, contribuer à avoir ces données-là. Dans les villes africaines, par exemple, où on intervient souvent, la question de l'accès à l'eau et de l'assainissement est souvent fondamentale, mais c'est au niveau de la municipalité qu'on est capable de savoir dans la population qui a accès à l'eau, qui a accès à l'assainissement. Oui, OK, j'ai un programme national qui est venu financer des forages, mais combien de ces forages-là sont brisés, combien fonctionnent encore, combien est-ce que sont à sec? C'est la ville qui peut donner ces renseignements-là. Donc, au niveau du transport, ça va être la même chose. Au niveau de la pauvreté, ça va être la même chose aussi. Donc, la question des données est super importante. Mais deuxième chose aussi qu'on constate, c'est que les ODD demandent un changement profond de mode de développement. Je donne un exemple. Prenons le climat encore. Donc, c'est la conférence des parties qui se déroule actuellement en Égypte. Il faudrait, pour atteindre les objectifs climatiques, réduire les émissions mondiales d'à peu près la moitié d'ici 2030 et tendre vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ça veut dire quoi, ça, réduire de moitié nos émissions? Juste pour donner une perspective, pendant la pandémie, pendant qu'il n'y avait aucun avion qui volait et que nos usines étaient arrêtées, on a réduit nos émissions de 5,4 % à l'échelle du globe. Et on est déjà revenu finalement au niveau pré-pandémie. Alors qu'il faudrait réduire de moitié d'ici 7 ans finalement. Ça nous donne une idée de l'ampleur, en fait, des réductions qu'il faudrait faire, et donc, même au niveau des pays, et surtout des villes aussi, que nos choix tendent vers ce type de développement. J'hésite à dire que ça prend un changement radical. Je n'aime pas le mot radical, ça fait peur, mais il y a un changement d'échelle important qui doit être fait. Et là aussi, tout changement nécessite fondamentalement un processus collectif. Alors, j'en viens donc à cette collaboration qui est absolument fondamentale. Déjà à l'intérieur des villes, j'ai vu nombre de fois, même à l'intérieur des villes, des partenaires qui ne se parlaient pas nécessairement, des parties prenantes qui travaillent en silo. Ça arrive. Je vais parler de notre expérience lorsqu'on est surtout dans les pays de la francophonie, en Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Madagascar par exemple. Mais c'est des situations qu'on voit encore malheureusement beaucoup. Et même chose au niveau de la collaboration entre les villes. On en parlait tout à l'heure, lorsqu'on parle du développement durable à l'échelle des villes, notamment les villes circulaires, on parle d'économie circulaire de plus en plus. Mais quand on parle d'économie circulaire appliquée aux villes, on a besoin absolument de collaborer. On n'a pas le choix. Par le passé, peut-être qu'on était dans une situation où les villes pouvaient être en compétition pour attirer des emplois, attirer des investissements. Si on a une logique de circularité, bien, les ressources d'une ville pourraient contribuer à l'autre, etc. Il faut qu'on pense à la collaboration régionale. C'est par défaut, c'est fondamental. Et donc, ce qu'on fait, nous, à l'IFDD, on a développé donc des outils méthodologiques, des démarches pour aider les villes donc à connaître c'est quoi les ODD et les cibles, à comprendre leurs enjeux, leurs forces, faiblesses, opportunités, menaces, être capable elles-mêmes, bon, c'est pas nous qui le faisons, nous on offre les outils, la démarche, mais c'est finalement les parties prenantes de la ville qui vont être capables d'identifier ces opportunités, menaces, forces, faiblesses, identifier finalement quelles sont les cibles qui sont considérées comme prioritaires, à partir de là, être capable d'élaborer graduellement un plan local de développement durable. Donc on les aide à élaborer leur plan, on les aide aussi à organiser la structure, la collecte de données. Et ça, on le fait en partenariat avec des universités, notamment au Québec, l'Université Laval, l'Université du Québec à Chicoutimi. Et on peut même les accompagner jusqu'à élaborer finalement leur rapport local volontaire de mise en œuvre des ODD. Donc, c'est quelque chose
qu'on voit de plus en plus. Les pays sont appelés à faire leur rapport national de mise en œuvre des ODD, mais les villes aussi commencent à le faire. On le voit beaucoup plus, peut-être du milieu anglophone, mais plusieurs villes francophones aussi qui emboîtent le pas. Donc, c'est un petit peu ce que nous, on constate au niveau de la francophonie, au niveau de l'IFDD, puis c'est un petit peu de la façon dont on appuie les villes finalement à mieux comprendre les ODD, leurs cibles, être capable de travailler déjà à leur échelle et entre elles, partage d'expérience, partage de bonnes pratiques sur les différentes actions qu'elles peuvent mener sur les cibles qui peuvent être communes à l'une et l'autre comme priorité. Et on essaie comme ça, au niveau de l'espace francophone en tout cas, de partager ces bonnes pratiques, autant au niveau des outils méthodologiques que des actions qu'elles peuvent prendre pour y arriver. Voilà. Merci beaucoup, merci Monsieur Biron. Monsieur Schriebert, on parlait tout à l'heure d'urgence, de priorité, de silo. Ce sont des notions peut-être qui vous sont familières dans l'administration municipale. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu dans quelle mesure les villes canadiennes, dans la façon, ou en tout cas les villes que vous connaissez, dans la façon dont elles se gouvernent, est-ce qu'elles peuvent jouer leur rôle d'innovation qu'elles devraient jouer? Et si oui, comment elles peuvent le faire? En fait, je pense que les villes, c'est les mieux placées pour amener l'innovation à l'intérieur de son territoire. Par contre, les villes, malheureusement, ont tendance à répéter ce qu'on a déjà fait. C'est beaucoup plus simple de répéter ce qu'on fait. Donc, je prends l'exemple, on est dans un développement d'une ville, on veut faire un parc. 20 ans plus tard, on va reproduire ce qu'on a fait il y a 20 ans parce que c'est simple, c'est très peu coûteux et on ne va pas se poser de questions puis on ne va pas tenir compte des besoins nécessairement, des nouveaux besoins de la population qui a changé. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça tout le temps, mais c'est la tendance première. On voit nos employés souvent qui vont dire « c'est comme ça, je le fais depuis 20 ans, pourquoi je le changerais? » C'est apprécié. Donc, on a un changement, on a vraiment un travail à faire dans le changement d'habitude et quand on amène l'innovation, mais là, on a d'autres enjeux. Les villes, c'est des élections 4 ans. Donc, on pense malheureusement souvent à court terme. On essaie au niveau de l'administratif. Et là, c'est pas vrai toujours. Là. J'ai un ancien maire à côté de moi qui va peut-être dire non, moi j'ai pensé beaucoup plus long terme. Et c'est vrai, on le voit plus. Et je vous dirais qu'on le voit des fois, dépendamment de la génération que les élus qui sont en place, là, ils vont dire, moi je veux faire 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats. Mais malheureusement, on entend souvent, je suis là pour 4 ans. Je veux réaliser tout de suite quelque chose. Et là, si on parle d'innovation, d'utilisation des données probantes, de faire des recherches, mais ça étire le temps et les élus veulent avoir des actions concrètes, des changements qui vont pouvoir dire c'est moi qui ai fait ça. Donc, ça, c'est un défi qu'on a, un enjeu. Fait que la volonté d'agir des élus également est pas toujours là. Bien, ça dépend de chaque vision. Il y a des villes au Québec qui ont pris le virage de l'innovation, le virage de l'écofiscalité. C'est les seuls. Ils sont capables d'en parler, d'en faire la promotion, mais ils vivent seuls les défis par la suite aussi, puis les enjeux, parce que ça se connaît moins à l'intérieur des autres villes. Tantôt, Nicolas parlait des grosseurs de villes. Bien, c'est sûr que c'est un enjeu. Lorsqu'on parle d'une ville ou une municipalité de 2000 personnes avec un territoire à couvrir de 300 km², mais ils n'ont pas les ressources nécessairement et les moyens, autant financières que ressources humaines, pour pouvoir travailler beaucoup sur l'innovation. Ils vont à peu près faire ce qu'ils sont capables de faire avec les ressources qu'ils ont. Par contre, quand on parle des villes, Montréal, Laval, Longueuil, Québec et autres, bien là, ils ont peut-être plus de moyens. Mais j'ai hâte d'entendre François en parler tantôt. Après ça, on est on est dans des arrondissements, chacune n'est pas en compétition, mais est un petit peu en compétition quand même. On essaie d'attirer une clientèle. On un petit peu moins vrai maintenant, l'enjeu du logement, il est différent, il a changé. Là. Au niveau du commerce, avec le retour avec la pandémie, on a eu d'autres enjeux. Mais c'est cette réalité-là qui est difficile de dire, ben oui, on va apporter de l'innovation parce qu'on a beaucoup d'obstacles qu'il faut franchir, il faut démontrer vraiment la valeur ajoutée pour notre population puis pour les élus. Par contre, ce que je constate beaucoup, c'est que quand on est en situation d'urgence, bien là, on va s'affilier, on va travailler ensemble. Lorsqu'on a les changements climatiques notamment, mais là, les villes, ils n'ont pas le choix. Ils vont dire, on a des réalités, comment on peut s'associer ensemble pour une problématique de ruisseaux, de rivières qui va avoir des inondations sans arrêt, l'augmentation de la chaleur ou l'itinérance qu'on peut vivre. Dans beaucoup de dossiers de la santé publique notamment, on n'a pas le choix, puis c'est vraiment comme... C'est une fois qu'on est arrivé au bout, on dit, là, on n'a plus le choix, nous, tout seuls, on n'y arrivera pas, on va s'associer avec les autres de toute façon. Et c'est vrai, les villes vivent à peu près les mêmes réalités, dépendamment du territoire où ils sont. Au Québec, on a des MRC, vous avez un peu la même chose en Ontario, des regroupements, et c'est peut-être là que le rôle de l'innovation va être un peu important. Je vais prendre l'exemple de la MRC de Thérèse de Blainville où je travaille.
on a voulu faire un thème dont on est une ville qui, la MRC veut travailler sur l'intelligence artificielle. C'est bien, mais ça veut dire quoi dans le concret? Puis c'est un peu là qu'on va plus travailler avec les universités, travailler avec les écoles de recherche pour essayer de mettre en place des innovations qui vont servir à l'ensemble des villes. Et là, Nicolas parlait tantôt de l'échange des données. Ça aussi, c'est un enjeu parce que on a encore un peu l'impression d'être en compétition avec nos villes voisines, avec d'autres territoires. Et souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi on donnerait ces informations-là, ne voient pas à quoi ça pourrait servir. Et l'autre enjeu, c'est qu'il y a des gens qui pourraient s'en servir à des fins différentes qu'ils servent. Donc, on le voit souvent maintenant que les médias sociaux, là, on perd un peu l'essence du message, puis il y a des gens qui vont partir à gauche et à droite. Donc, au niveau des élus, lorsqu'on parle de ça, bien, effectivement, ils ont peur de la répercussion négative et de dévier le débat. Donc, mais je pense que c'est important, c'est vraiment l'endroit où on peut l'être. Puis je faisais quelques recherches parce que on se posait la question de savoir qui peut nous aider pour faire ça. Puis j'ai découvert tout bonnement qu'à la Santé publique du Québec, bien, ils ont une ressource dans toutes les régions du Québec pour supporter les villes à mettre en place des analyses, notamment des études d'impact sur la santé. Puis, ils font des analyses de vulnérabilité, ils tiennent compte de tous les volets socio-économiques, des facteurs biologiques, de volet environnement, le volet infrastructure. Puis il y a un projet actuellement qui s'appelle le VRAC Parc, qui est à la grandeur dans 14 régions du Québec. Et ils sont en train d'établir avec les différents facteurs, bon, les îlots de chaleur, les changements climatiques, ce qu'il faut faire pour innover nos territoires. Mais malheureusement, personne ne connaît ça. Donc, un des enjeux, c'est la communication. C'est de savoir qu'il y a des ressources disponibles, un peu comme de savoir qu'il y a des subventions disponibles. Et ça, c'est vraiment un enjeu important. On manque d'informations, peut-être parce qu'on n'a pas assez de ressources dédiées à ça. Bon, les villes, personnellement, je trouve que le mot développement durable est un peu galvaudé dans le monde municipal. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. On aime ça, c'est populaire, ça a été très utilisé. On fait du développement durable, mais après ça, ce qu'on fait réellement, ben, c'est pas parce qu'on fait la gestion des ordures puis on met de l'eau potable dans les maisons qu'on fait du développement durable. Donc, on a toute la gestion de nos eaux pluviales, on a toute la gestion de l'impact de nos changements climatiques. Nos installations sont pas faites pour ce qu'on vit aujourd'hui, puis on le voit de plus en plus. Donc, on a mais la problématique, c'est qu'on n'a pas les informations souvent et on ne sait pas trop où s'informer. C'est la même chose pour les subventions. Là, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme ressources. Donc, je pense qu'on aurait avantage à plus travailler ensemble, puis on aurait avantage à avoir plus d'informations, autant venant des paliers gouvernementaux, fédéraux, provinciaux et municipaux. Donc, c'est peut-être un peu ça. Oui, on est les meilleurs, les mieux placés pour innover directement dans le quotidien, mais malheureusement, on n'a pas toujours les ressources. Et ça doit vraiment être une vision politique si on veut le mettre en place. Je retiens cette idée de vision politique, on y reviendra plus tard, mais là vous avez vraiment abordé la question des ressources, la question d'aller au-delà de l'aspect concurrentiel, de travailler ensemble. Donc je pense que c'est une très bonne idée maintenant de donner la parole à Rachel Deslauriers pour la Fédération canadienne des municipalités. Vous offrez des programmes à l'ensemble des villes, donc vous offrez des ressources, mais aussi un espace aussi de collaboration. Alors quelles solutions on pourrait mettre en place là, pour davantage donner des ressources à ces municipalités qui veulent innover. La volonté politique est là, mais elles n'ont pas forcément accès aux connaissances ou aux informations, aux ressources qui sont disponibles pour elles. Oui, donc la Fédération canadienne des municipalités est la voix des municipalités canadiennes d'un océan à l'autre, donc le Nord également, auprès du gouvernement fédéral. Donc, c'est important à comprendre. Chaque province a leur association, mais nous, on est l'association nationale. Et de ce fait, on regroupe nos membres et nos élus en groupe de travail pour qu'ils puissent discuter entre eux des priorités d'intervention auprès du gouvernement fédéral. Donc, par exemple, le logement abordable, le logement social est une des grandes victoires, si on veut, de la Fédération canadienne des municipalités cette année. Ça fait des années qu'on travaille sur ce besoin. Puis maintenant, on est même rendu à promouvoir le logement abordable durable. Donc, s'assurer que les logements soient sains, soient efficaces, éco-énergétiquement. Donc, on a été capable, au fil des ans, de pousser, si on veut, l'enveloppe des priorités canadiennes au niveau du développement durable, qui est bien sûr économique, environnemental et social. Donc,
pour répondre un petit peu, pas nécessairement répondre, mais continuer sur le sujet, en regroupant les municipalités au niveau politique, par secteur de priorité, si on veut, pour chacune d'elles, on est capable d'amplifier leur voix et ensuite de pouvoir avoir des solutions. Donc, au niveau de l'organisation en général, on peut, par exemple, avoir des partenariats avec des entités où ils vont avoir des données probantes, comme Statistique Canada, par exemple, qui vont faire une entente avec la FCM pour donner les données gratuitement aux municipalités pour qu'ils puissent faire leurs analyses et prendre des décisions adéquates. Donc, au niveau de l'organisation, c'est quelque chose qui peut être fait. Plus spécifiquement au niveau de l'environnement et du développement durable, la Fédération canadienne des municipalités a des programmes de financement pour pouvoir aider les municipalités à planifier leur infrastructure ou à prendre des décisions adéquates au niveau de leurs investissements. Donc, dans les dernières années, on a eu 3 programmes de financement. Un qui était sur la gestion des actifs municipaux, l'objectif était vraiment là, d'élever le dénominateur commun au niveau des actifs municipaux avec une échelle de perfectionnement, si on veut, où 0 étant c'est quoi un actif municipal et 5 étant c'est correct, j'ai une liste, je comprends tout ce que je fais. Donc, dans ce programme, on voulait que les élus comprennent l'importance de la gestion des actifs municipaux, comment les entretenir, la durée de vie. Il y a beaucoup de formations, des groupes de pratiques par province, donc avec les spécificités de chacune des provinces, pour que les municipalités aient en main les informations nécessaires pour être capables de faire des bons choix. Un exemple de projet qui est en fait connexe au changement climatique pourrait être, pour une municipalité, de faire l'analyse de ses ponceaux, hein, des ponceaux toutes les trouver, toutes les identifier, savoir dans quel état ils sont, puis ensuite superposer par contre ces informations-là avec des projections au niveau des changements climatiques. Donc, le ponceau qu'on a identifié, est-ce qu'il est assez gros ou bien on va avoir un problème puis on va perdre notre chemin? Donc, être capable de faire des projets comme ça, des programmes de financement qui sont très, très utiles pour les municipalités, mais très pointus pour eux, c'est quelque chose que la Fédération canadienne des municipalités a réussi à faire. On avait aussi un programme sur l'adaptation au changement climatique, donc We also have a program. Climatique, et je dis dans le passé parce que malheureusement ces projets se sont conclus cette année, mais où le focus était beaucoup sur l'adaptation au changement climatique. Donc on a vu dans les villes, dans les municipalités, dans les dernières années, beaucoup de catastrophes, donc dans l'Est des inondations, dans l'Ouest les feux de forêt, puis d'être capable de planifier, essayer de s'adapter le mieux possible et de bien positionner nos infrastructures dans l'avenir pour qu'elles ne soient pas vulnérables. Et finalement, le programme de financement le plus important qu'on a, qui est toujours actif, c'est le Fonds municipal vert. Donc, le Fonds municipal vert est dans 5 secteurs d'activité qui sont l'eau, l'énergie, matières résiduelles, transport et l'aménagement du territoire. En 2019, on a eu une augmentation de financement qui nous a été donnée par le gouvernement fédéral pour créer 3 nouveaux secteurs dans l'énergie. Donc, on est très présent au niveau de l'énergie. Donc, on peut offrir du financement aux municipalités pour leur étude de faisabilité qui inclut l'acquisition de données, puis pour bien planifier leur projet d'infrastructure qu'on peut également financer avec une combinaison de prêts et de subventions. Et par la suite, ce n'est pas juste du financement au niveau du programme où on reconnaît le défi des capacités des municipalités, on reconnaît également que d'apprendre des unes des autres, c'est très important. Donc, chaque projet qui vient chez nous est dans l'obligation de partager ses résultats, donc partager son rapport. Tous ces résultats-là sont disponibles sur notre site web. On va faire une recherche par secteur, par région. Et puis ça, c'est le minimum qui est fait. On a aussi des groupes de pratique pour pouvoir discuter de situations. Un d'entre elles qui était très populaire était au niveau de la gestion des sites contaminés. Donc, de regrouper des municipalités à différents endroits de différentes tailles au Canada, puis de se rendre compte que
la plupart des municipalités ont une vieille station-service qui a besoin d'être nettoyée et revitalisée, si on veut. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, c'est un grand succès, ce groupe de pratique, parce qu'il a été créé, je dirais, il y a peut-être une dizaine d'années, puis il venait à sa fin. Puis nos membres continuent à se voir. Ils continuent à se voir, continuent à échanger. Fait qu'on a vraiment créé une dynamique au niveau des sites contaminés pour ça. Au niveau des applications, puis qu'est-ce qui peut être fait, on a eu des beaux projets de regroupement des municipalités. Donc, les plus petites municipalités qui auraient de la difficulté à appliquer chez nous parce qu'on est un fonds assez technique, vont se regrouper ensemble. Donc, un exemple au Québec serait la MRC de la Matapédia, on a financé des petits systèmes d'énergie collective, petits, là, 3 bâtiments, moins d'1 million de dollars pour chacun, mais ils se sont regroupés en MRC. On a eu 7 systèmes d'énergie collective gérés par la MRC. Maintenant, la MRC a un service de financement. Donc, une personne qui est à la MRC, son travail est de trouver de l'argent pour faire des projets à la MRC. Donc, ça, c'est anecdotique un peu parce que ce n'est pas nécessairement une ressource que toutes les municipalités vont développer, mais quand on a eu le succès d'avoir du financement, on est capable de se permettre ça, puis là, ça fait boule de neige. C'est un effet boule de neige. On a aussi les municipalités francophones du Manitoba qui se sont regroupées, qui ont créé leur propre société de développement économique et là-dedans, ont créé leur propre agence de consultation. Donc, ils ont une agence de consultation au niveau environnemental. Les municipalités peuvent faire affaire. C'est gratuit jusqu'à temps qu'ils obtiennent du financement. Puis après ça, l'agence continue à les représenter puis à travailler avec eux une fois qu'ils ont eu le financement. Donc, au niveau des communautés de pratique, des applications regroupées, l'échange des informations est vraiment critique pour les municipalités. Ils peuvent beaucoup apprendre les unes des autres. Comme je disais plus tôt, une analogie, les municipalités sont tous différentes, sont toutes particulières. C'est tout un petit flocon de neige différent, mais au bout du compte, c'est tout de la neige. Donc, ils ont les mêmes réalités, ils ont les mêmes devoirs, si on veut. Donc, de pouvoir discuter, comparer sans avoir de compétition peut vraiment faire une grande différence. Merci beaucoup, Madame Deslauriers. Et on va finir avec Monsieur Croteau. Dans vos fonctions d'élu, vous étiez responsable de la ville intelligente. Si je ne me trompe pas, vous avez testé certaines solutions avec la ville de Montréal. Alors, qu'est-ce que vous entrevoyez comme solution pour que les villes soient plus innovantes? C'est une question très, très large. Oui. Mettez-y ce que vous voulez dedans. En fait, je débuterai par poser les problématiques, les enjeux qui empêchent les villes d'être innovantes. Et je débuterai tout d'abord en faisant la comparaison entre une ville, une municipalité et une entreprise privée pour mieux comprendre la difficulté ou la complexité des villes à innover et pourquoi les villes, avec le temps, ont peut-être cessé de favoriser l'expérimentation et l'innovation sur les territoires urbains. Lorsque vous avez une entreprise privée, disons une entreprise qui fabrique des téléphones cellulaires, votre seule prérogative est d'aller chercher le marché de la compétition et donc de travailler sur un produit qui va plaire le plus possible au plus grand nombre possible. Donc, vous avez une stratégie d'approvisionnement, de publicité, etc. Vous n'avez pas nécessairement à tenir compte sur les réseaux sociaux, lors de conseils ou dans les médias, des personnes qui seraient vraiment défavorables à votre produit. Ils vont tout simplement ne pas l'acheter. Lorsque vous êtes une municipalité ou un gouvernement et que vous voulez créer une nouvelle politique, une nouvelle intervention, votre produit va être imposé à 100% des personnes. Et donc, nécessairement, vous allez créer de l'insatisfaction chez une majorité d'individus qui ne seront pas d'accord avec votre produit, votre service. Donc, vous devez nécessairement jongler avec cette complexité dans les processus. Encore davantage, lorsque vous gérez des fonds publics, vous avez des systèmes de vérification très nombreux qui valident chacune des étapes et qui s'assurent que les fonds publics et les prises de décision
sont bien réalisées selon les critères, selon la loi et les encadrements législatifs qui existent, qui peuvent être très, très nombreux. Donc, ce sont des processus ou des complexités et des étapes qui, à la fin, peuvent être décourageantes pour mener à de l'expérimentation, à tester des nouvelles idées et à aller peut-être un peu plus loin, poser des gestes radicaux, si on peut le dire, qui pourraient provoquer une adaptation au changement plus important. Donc, le premier élément, c'est la complexité de la gestion municipale fait en sorte qu'on sera peut-être frileux à faire de l'innovation, à tester des nouvelles idées. L'autre élément qui est un frein à l'innovation, c'est le fameux rythme ou le cycle de 4 ans. Nous avons au Canada une démocratie qui fait en sorte que dans les élections municipales sont aux 4 ans et qui mène à un rythme, je dirais, d'apprivoisement qui habituellement prend une année. Donc, lorsque vous avez une nouvelle administration, le temps que la nouvelle administration se fasse à la nouvelle réalité, mais surtout le premier budget, pour vous donner une idée, actuellement, les directeurs de ville et élus sont à adopter leur budget au Québec. Et habituellement, le premier budget d'une première administration se vote 1 mois après l'élection. Donc, imaginez que vous êtes une nouvelle équipe d'élus, vous devez adopter, dans le fond, le budget de ceux que vous avez battus et qui ne sont peut-être pas les mêmes orientations que vous auriez voulu adopter. Donc, vous avez quand même une année complète, un cycle d'une année complète pour pouvoir ajuster, vous faire à la machine, travailler avec le directeur général ou la directrice générale et tranquillement mettre vos couleurs. Et puis, donc, vous perdez une année. Et puis, vous avez l'année électorale où, habituellement, les politiciens sont très frileux à adopter des politiques qui pourraient brusquer ou amener de la controverse. Donc, finalement, sur un cycle de 4 ans, il y a véritablement 2 années de réalisation pour une administration. C'est très, très court. Ce qui fait en sorte que l'autre élément qui est un facteur important dans la contrainte à l'innovation, c'est que les administrations publiques qui sont habituées de voir ces cycles de 4 ans, deviennent un peu plus conservatrices à pousser des idées trop innovantes et parfois vont, je dirais, ralentir volontairement le rythme pour voir si l'administration en place aura un deuxième mandat afin de vraiment pousser plus loin les innovations et la capacité de changement. Donc, tout ça mis ensemble, vous avez donc une institutionnalisation au frein à l'innovation qui est là depuis des années et qui nous amène à avoir de la difficulté à créer de nouvelles façons de faire. Donc, comment on fait? Hein? Quelle est la solution face à des difficultés aussi importantes à l'innovation? Mais c'est justement, il faut revoir, selon moi, 3 éléments importants pour transformer ou changer notre approche pour créer de l'innovation. Comme élu, je l'ai fait. J'ai eu la chance, en fait, extraordinaire de faire mes études doctorales en même temps que j'étais maire d'arrondissement. Donc, vous allez dire que c'est un petit peu fou. Mais en même temps, c'était de la recherche-action. Donc, je testais au fur et à mesure aussi les concepts de ma thèse de doctorat, qui était en gouvernance urbaine. Et j'ai testé plusieurs solutions, plusieurs approches d'innovation urbaine qui nous permettaient justement de tester des nouvelles façons de faire, je dirais, désengourdir l'administration publique de façon générale et de permettre d'aller un peu plus loin et de poser des gestes radicaux. Parce que, pour reprendre les propos de Nicolas, les changements auxquels on fait face, ils sont radicaux. Ce qui nous attend va apporter des impacts radicaux à nos sociétés, ce qui veut dire que pour résoudre des problèmes complexes, on ne peut pas prendre des solutions simples, il faut prendre des solutions complexes et ça veut dire donc souvent poser des gestes radicaux. Donc, le premier élément pour moi qui est majeur, c'est de se questionner sur la gouvernance des villes.
On l'a dit, les villes ont toutes à peu près les mêmes problématiques de gestion municipale courante, mais la complexité des villes peut être différente d'un endroit à l'autre, dépendamment de la population, de la démographie, de la grosseur du territoire. Et donc, chaque ville a vraiment des enjeux très différents à gérer selon son environnement général et la démographie, mais ultimement, elles doivent gérer les infrastructures, les loisirs, la culture, les permis de rénovation, l'entretien de la voirie, le déneigement au Québec et ailleurs au Canada, etc. Donc, le travail est sensiblement le même, mais il est différencié d'un endroit à l'autre. Donc, il faut se poser la question au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire comment mobiliser les acteurs d'une communauté pour favoriser l'expérimentation et favoriser l'acceptabilité sociale à des mesures qui seront peut-être moins bien acceptées si on va à grande échelle. Donc, un des éléments que j'aimais beaucoup utiliser, c'est de dire que la plupart du temps, les médias ou les commentateurs publics ont tendance à dire que Montréal est une ville trop décentralisée et que c'est compliqué, c'est complexe, on ne comprend pas qui fait quoi. Et comme je viens de le dire, on ne peut pas utiliser des solutions simples pour régler des problèmes complexes. Et donc, à mon sens, la Ville de Montréal n'est pas encore assez décentralisée eu égard à la complexité des enjeux locaux qui existent sur son territoire. Il faut être en mesure, donc, de se questionner sur le niveau d'échelle de l'intervention des acteurs publics et adapter le niveau de gouvernance à l'échelle de l'intervention. Donc, je vous dirais que, comme l'État canadien peut le faire, par exemple, au niveau des pouvoirs qui existent actuellement, donc une forme de fédération municipale qui peut exister sur un même territoire où, de haut en bas ou de bas en haut, on va être capable de créer des interventions qui vont être spécifiques à l'échelle exacte de l'intervention. Donc, prenons par exemple un cas simple que je peux évoquer, les ruelles vertes dans Rosemont-la-Petite-Patrie à l'époque. On voulait, en 2011, il y avait 3 ruelles vertes dans Rosemont-la-Petite-Patrie sur un territoire où il y avait 450 ruelles existantes. Si on voulait accélérer le pas, il fallait créer une nouvelle façon d'agir. Il fallait être en mesure de pouvoir provoquer une transformation qui amenait une accélération de la transformation de ce territoire. L'idée a été de permettre aux citoyens d'eux-mêmes planifier le territoire, eux-mêmes faire les travaux et eux-mêmes entretenir l'espace public. Lorsque j'ai évoqué cette question lors de ma première rencontre avec les gestionnaires de l'arrondissement, le directeur des travaux publics a eu une réaction assez spontanée lorsque je lui ai dit pourquoi ne pas donner le pouvoir aux citoyens de creuser eux-mêmes l'asphalte et le béton. Je vais vous passer les expressions chrétiennes qu'il a pu dire à ce moment-là. Tout ça pour dire que on a entamé une réforme où on a permis aux citoyens de eux-mêmes pratiquer le geste démocratique de convaincre leurs voisins, réaliser les plans, réaliser les travaux et d'entretenir par la suite, parce qu'on n'est jamais aussi fier de quelque chose que nous avons nous-mêmes réalisé. Lorsque, dans une ville, et je l'ai réalisé avec le temps, on veut créer de l'innovation, si tout est pris en charge par la ville, par l'État, le citoyen se désengage, se sent moins concerné par le geste posé, aura tendance à moins s'approprier l'espace. Ce qui s'est produit avec ce projet de démocratie participative, ça a été de faire en sorte que les gens qui n'étaient pas d'accord avec les projets de verdissement sont venus en contact avec leurs voisins. Il y a eu de la médiation qui s'est créée automatiquement. Les gens se sont assis ensemble. Souvent, les citoyens venaient voir le politique pour dire « Aidez-nous, notre voisin est quérulent, c'est difficile ». Notre démarche était toujours de dire « Non, non, vous allez trouver ensemble un moyen de négocier une solution ». À la fin, à l'intérieur de 6 à 7 ans, on est passé de 3 ruelles vertes à 140 ruelles vertes dans Rosemont-la-Petite-Patrie, essentiellement parce que les gens se sont rendus compte que l'espace public, il y a le mot « public » qui est important, donc qui appartient à toutes et à tous. Et il faut donc permettre à ces citoyens de créer, de générer
de l'innovation et de l'expérimentation. Pourquoi il y a eu une accélération aussi importante? C'est que les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient s'approprier l'espace public et que ça devenait une extension à leur résidence, à leur vie privée. On a réduit les nuisances urbaines, on a réduit l'isolement des personnes âgées, des personnes les plus vulnérables, parce que les gens venaient à se côtoyer. On a réduit les insécurités urbaines, on a augmenté le sentiment d'appartenance. Ça a fait en sorte qu'au bout du compte, on a créé des communautés qui, par elles-mêmes, généraient plus d'idées, plus d'innovation. Imaginez-vous que dans un petit carré de résidentiel, le nombre d'expertises professionnelles que vous avez dans ce petit carré de quelques rues. Donc, souvent, je disais aux fonctionnaires qui disaient « Ouais, mais les citoyens vont faire n'importe quoi, ils ne comprennent pas, etc. » Puis je leur disais « Ouais, mais les citoyens pensent la même chose de vous. Hein. By the way, ils pensent que vous ne connaissez rien de leur réalité puis que vous faites n'importe quoi. Est-ce qu'on peut se faire confiance et permettre donc d'intervenir? » Donc, imaginez que quand vous mettez ensemble toutes ces expertises ensemble, le niveau d'innovation que vous êtes capable de générer, mais ça, à la fin, ça crée de l'acceptabilité sociale. À la fin, ça permet de conscientiser ceux qui étaient peut-être résistants à certains changements et ça permet de se dire « Hey, mais peut-être qu'on pourrait aller encore plus loin. Peut-être qu'on pourrait expérimenter encore davantage. » Par exemple, il y a des ruelles, il y a 3 ruelles vertes dans Rosemont-la-Petite-Patrie qui se sont parties d'une coopérative énergétique et où ils ont creusé et été financés, entre autres, par la FCM et d'autres organisations. Ils ont creusé des puits de géothermie communautaires. Ils vont se partager de l'énergie géothermique entre propriétaires. Tout ça, c'est un OBNL créé par des citoyens dans des ruelles vertes qui se sont rendus compte qu'ils avaient des expertises qu'ils pouvaient mettre en commun. Il y a un organisme qui s'appelle Solon qui travaille sur la mobilité à Montréal, qui vient aussi d'une expertise d'ingénieurs, de spécialistes en mobilité qui étaient dans des ruelles. Donc, quand je parle de l'échelle d'intervention et quand je parle du niveau de gouvernance, c'est à ça que je fais référence, c'est permettre cette génération. Naturellement, ça demande aussi beaucoup d'informations et de données. Sans information, sans données, sans connaissances, on ne pourra pas accélérer l'innovation. Et l'innovation ouverte demande des données ouvertes. Et j'ai entendu toutes sortes de choses sur la question des données. J'ai déjà entendu un élu, et je vais taire son nom, dire que Montréal allait beaucoup trop loin sur les données ouvertes parce que les journalistes pouvaient se servir des données contre eux. Alors que je dirais que c'est plutôt l'inverse. Si tout le monde a accès aux mêmes données qui aident à la prise de décision, et si on développe une culture de prise de décision à partir de la donnée et de la connaissance, on met tout le monde au même niveau et ça vient justifier nos prises de décision si elles sont prises à partir des faits et des données, bien entendu. Et finalement, les communautés de pratique, c'est hyper important parce que oui, l'expérimentation, c'est difficile en ville. Oui, il faut tester des idées, il faut se donner la chance de l'erreur, se donner la chance des échecs, parce que qui dit innovation dit expérimentation et on ne peut pas expérimenter si on ne crée pas d'échecs inévitablement. Mais en s'inspirant des autres communautés, on peut réduire le risque, on peut être capable d'aller pousser plus loin les idées. Et ça, c'est important qu'il y ait une diplomatie urbaine qui existe plus largement que dans les régions, que dans les MRC. Il faut être membre de plusieurs organisations et de s'inspirer des autres. Il faut créer donc des communautés de pratique locales, régionales et transnationales pour être en mesure de toujours s'inspirer des meilleures pratiques et de faire redescendre parce que oui, c'est tous des petits flocons de neige, puis à la fin, c'est de la neige. Et en s'inspirant des autres, on va générer davantage d'innovation et réduire la résistance au changement. Merci, merci beaucoup. J'ai écrit au moins 12 questions, mais je vais essayer de me limiter à une. Revenons un peu sur la mise à l'échelle. On a parlé de l'importance, quand on veut mettre à l'échelle des expériences, je dirais même pas, je veux pas les dire petites parce elles sont très grandes en fait dans la façon dont on les a poussées, mais comment on est capable de bien les documenter pour les mettre à l'échelle. Quels sont pour vous les facteurs les plus importants pour la mise à l'échelle? Puis peut-être que M. Biron, vous avez des idées là-dessus parce que vous le voyez, là, comment on doit opérationnaliser là, ces objectifs qui sont très très larges. On a parlé d'acceptabilité sociale, de données, de documentation, de réduire des risques. Je voudrais vous entendre un peu plus là-dessus. Oui, la mise à l'échelle, elle est fondamentale, puis je vais rebondir sur des éléments qui ont été mentionnés tout de suite
partager le risque et impulser le changement, parce que c'est quand même fondamental au niveau de l'innovation. Le changement, pour nous, il y a au moins 5-6 grands acteurs qu'il faut mettre ensemble. Le secteur public, le secteur privé, la recherche, finance, société civile et aussi les organisations de coopération multilatérale. Pourquoi? Si ces gens-là ne sont pas à la même table, oui, le secteur public va donner les orientations, mais il va être frileux de le faire si la société civile n'en veut pas. Et en même temps, on a besoin de la société civile aussi pour impulser des changements comme on vient de voir. Le secteur privé veut bien aller vers l'économie verte. Il ne peut pas le faire si les normes ne sont pas là, si la réglementation n'est pas là, si la finance ne suit pas non plus, si la recherche n'arrive pas à donner des innovations aussi, les données, on va nulle part. Et donc, pour nous, à l'OIF et à l'IFDD, c'est un petit peu comme ça qu'on voit notre rôle en matière d'impulser le changement. C'est-à-dire, on peut nous se permettre ce risque-là. On peut se permettre, on n'est pas un bailleur de fonds, mais on a quand même des budgets qui nous viennent de nos États, justement pour initier des nouvelles choses, initier des nouveaux projets en vue de les mettre à l'échelle. Et un exemple qu'on a fait en 2015-2016, suite justement à l'adoption des ODD, on a fait, la première ville dans laquelle on a fait un accompagnement, c'était au Burkina Faso. On avait accompagné le pays à faire son plan national de développement durable et la Ouaïgouya, tout le monde connaît Ouaïgouya, bien sûr, au nord du Burkina. C'est la capitale de la région du Nord. Une ville quand même d'à peu près 100 000 habitants, mais très étendue. A levé la main et dit « Hey, moi, ça m'intéresse. Moi, je veux faire mon plan local de développement durable. Je veux connaître les ODD. Je ne sais pas c'est quoi, mais je sens que c'est important. » On a fait le processus avec eux. On a fait une priorisation. On a fait un plan. Et la notion de l'énergie, évidemment, c'était avéré fondamental. Moi, qui est québécois à la base, qui paye mon électricité d'Hydro-Québec à un coût, somme toute, très bas, Ouaïgouya payait son électricité pratiquement 10 fois plus cher. Déjà là, j'étais renversé. Et ils ont donc des locaux municipaux. L'électricité est coupée à peu près le tiers du temps en moyenne. Donc, on met des génératrices parce qu'on a des climatiseurs, parce qu'il fait chaud, puis parce qu'on construit en béton, puis parce que c'est des lots de chaleur. Mais c'est comme ça qu'on fait. Les bâtiments sont conçus comme ça. On répète. Hein, on répète toujours la même façon de faire parce que c'est simple. Donc, on a besoin de beaucoup d'énergie et en même temps, je voyais le budget municipal qui passait en électricité et ou en carburant pour les génératrices. Aucun bon sens de mon point de vue. Donc, on fait un projet, on dit, il y a de l'espace, on va mettre des panneaux solaires. Et on a fait une étude d'impact, une étude de faisabilité technique et financière. On s'est rendu compte qu'en prenant une partie de leur terrain, qui était très vaste, avec une mini-centrale solaire, on était capable de fournir 100% de l'énergie pour les locaux de la mairie, qui inclut aussi une salle des fêtes, une salle de réception dans laquelle les gens font les mariages, etc. Et on avait un retour sur investissement d'estimé à ce moment-là sur 6 ans, pour des panneaux qui durent 25 ans en moyenne. Donc, voilà, parfait. Donc, c'était un budget d'à peu près 50 000 €, grosso modo 80 000 $. Évidemment, la ville, première chose qu'elle nous dit, nous, on n'a même pas la capacité d'emprunter à la banque. La loi au Burkina ne nous permet pas d'aller emprunter. OK, bon, premier frein. Deuxième frein, les panneaux solaires, les gens, bon, il y a toute une question de sensibilisation, d'explication du projet. Et je dis, parfait, OK, nous, on va le financer. On a cofinancé ce projet-là, on a construit les panneaux. Après, on a fait un suivi parce que, oui, retour sur investissement, c'est bien, mais il faut faire attention qu'on ne va pas aller mettre 2, 3, 4 autres climatiseurs, puis 3 autres ordinateurs, puis finalement doubler la consommation énergétique parce que ça ne coûte pas cher, ce qu'on appelle un effet rebond. Donc, il y a eu, ensuite, on s'est rendu compte que la poussière qu'il y avait donc diminue l'efficacité des panneaux. Donc, on a inventé un système de nettoyage qui ne soit pas trop difficile. Donc, on a fait un suivi pendant 2 ans. Et donc, ce projet permet à la ville de Ouaïgouya, finalement, d'avoir des économies substantielles sur sa facture, pas juste énergétique, mais sa facture tout court, et de pouvoir réinvestir ces fonds-là en éducation, en santé, ou ce que vous voudrez. Et ça, donc, c'est super important qu'on puisse déjà être capable de le faire, d'avoir non pas un bailleur de fonds, mais un partenaire qui peut dire, regarde, moi, je vais prendre le risque, on va le faire ensemble, on va le documenter, et ensuite, on va être capable de parler à l'État pour dire, écoutez, c'est quelque chose qu'on pourrait répliquer, ça. Encore faudrait-il que les autres villes du Burkina puissent au moins emprunter un petit peu à la banque et peut-être avoir un partenariat avec des institutions financières pour dire, OK, on va financer le projet,
on va s'auto-rembourser de toute façon, parce que les panneaux vont être là pendant 25-30 ans. À partir de 7-8 ans, on a remboursé le prêt. C'est faisable financièrement. Mais c'est des changements de mentalité importants. Quand on est arrivé avec ce projet-là, les gens ne comprenaient pas. Je pense qu'on le disait tout à l'heure, on refait toujours les mêmes choses. C'était bien plus simple de dire on va mettre d'autres génératrices, on va continuer à payer très cher. C'est comme ça qu'on fait toujours. Donc, c'est super important de pouvoir impulser ce type de projet-là, de pouvoir les documenter et d'aller finalement lever tous les autres verrous qu'il peut y avoir au niveau de l'État, par exemple, ne serait-ce que d'avoir cette capacité d'emprunt des villes. Donc, on fait aussi ce plaidoyer auprès des villes. Tout ça est bien beau, c'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire. Évidemment, au Burkina Faso, ça a été d'autant plus compliqué pour la situation aussi sécuritaire actuellement, donc c'est pas évident. Mais c'est un exemple qu'on donne. C'est un exemple que je trouve qui est parlant en termes justement de mise à l'échelle. C'est ce type d'exercice qu'après on est capable de pouvoir répliquer, qui finalement est bon pour tout le monde. Merci. Peut-être s'il y a une ou deux réponses. Il y a déjà des questions dans la salle, alors s'il y en a qui veulent encore commenter sur la mise à l'échelle. Sinon, j'aurais encore une deuxième question à vous donner avant d'ouvrir à la salle. Est-ce que, on a beaucoup parlé d'être radical, j'aime beaucoup ça, mais est-ce que les données et les informations scientifiques nous permettent d'être radical dans la façon actuellement avec laquelle on fournit les données, les informations scientifiques, là, nous, la communauté scientifique, la façon dont on les fournit à l'échelle municipale, est-ce que ça permet vraiment aux municipalités d'être radicales, de faire des choix radicaux? Est-ce qu'elles sont assez bien outillées du point de vue des données? Elles ne sont pas suffisamment outillées sur la question des données, bien évidemment, pour plusieurs raisons. Bien, tout d'abord, sur la question du financement des municipalités. Les villes sont celles qui sont au front, en première ligne des crises. On l'a vu avec la crise sanitaire, ça va être la même chose pour la crise climatique. C'est les villes qui doivent gérer toutes les problématiques urbaines, qu'elles soient sociales, environnementales, économiques, mais elles n'ont pas les ressources qui est nécessaire pour y parvenir. Et avoir accès à des données, je dirais qu'il y a trois types de données fondamentales sur lesquelles elles peuvent travailler. Bon, il y a les données de recherche qui souvent sont produites par des rapports de recherche. Souvent, les services des villes vont commander des rapports à des départements universitaires ou à des collèges parce que le directeur connaît quelqu'un dans la chaire de recherche X parce qu'il vient d'un département Y d'une université. Donc, facilement, il est capable de donner un contrat de gré à gré pour obtenir une étude. Mais ça demeure une étude qui n'est pas, je dirais, nécessairement réplicable, qui est très spécifique et utilitaire et qui n'est pas non plus transférable facilement. Et souvent, ces études ne sont pas disponibles aux autres services de la ville. Souvent, ça va être gardé précieusement. Et donc, ces données qui existent sont très, très peu diffusées au sein d'une organisation et même auprès des autres organisations. Je vais prendre l'exemple de la Ville de Montréal. Lorsque j'étais responsable d'enseignement supérieur, on s'était rendu compte qu'en 7 ans, la Ville de Montréal avait investi entre 10 et 14 millions de dollars en études scientifiques payées aux établissements d'enseignement supérieur. Sauf que chacune de ces études-là n'était pas disponible pour les restes de l'organisation. Donc, c'est une donnée qui, malheureusement, n'est pas numérisée, est difficilement transférable et pas connue. Donc, on pouvait avoir une redondance d'un arrondissement à l'autre où on demandait probablement peut-être le même genre d'études pour rien alors qu'on ne pouvait pas bénéficier. La deuxième donnée importante, c'est une donnée, je dirais, plus statique, comme StatScan, où le cycle des données est très long. Ça apporte certains éléments, mais encore là, ça demeure, je dirais, plus sur du long terme et ça ne permet pas de développer des politiques publiques plus résilientes et plus adaptatives aux municipalités. Je dirais que la donnée la plus importante, c'est celle qui est la plus difficile à générer et c'est celle qui coûte la plus cher. C'est la donnée quotidienne qu'on peut collecter dans le réel. Par exemple, l'état des conduites souterraines, l'état de la chaussée, la collecte de la qualité de l'air, de l'entretien, etc. Et ça, c'est une donnée qui est fondamentale pour prendre des meilleures décisions, s'adapter et innover,
travailler sur l'acceptabilité sociale, etc. Je vous donne un exemple très, très simple qui peut permettre justement de comprendre à quel point cette donnée quotidienne qui peut être régénérée peut être efficace. La Ville de Montréal a installé systématiquement des capteurs et des senseurs sur l'ensemble de ses conduites d'aqueducs et d'égouts à mesure qu'ils font les changements. Ce qui veut dire qu'actuellement, environ à 65-70 %, la Ville elle est capable de connaître en temps réel l'état exact de la conduite souterraine, peu importe où elle se trouve à Montréal. Ce qui permet d'un état de planification excellent, qui fait en sorte qu'on est capable de dire que d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, l'état du réseau va être de X, Y, Z état, et voici à quel rythme on doit faire la transformation. Par contre, ce qui n'est pas connecté à cette donnée fondamentale, c'est d'autres données qui pourraient permettre de prendre de meilleures décisions, innover et faire des transformations radicales. Donc, imaginons que vous amalgamez cette donnée, donc une autre étape, c'est le pourcentage de minéralisation du sol urbain. Pourquoi je parle de la minéralisation du sol? C'est que plus un sol est minéral, moins l'eau va aller dans le sol, donc il va y avoir une plus grande percolation et donc l'eau va aller dans le système d'aqueduc. Par exemple, un sol qui est minéralisé à 90 %, eh bien, les 2 à 3 premiers millimètres de pluie vont rentrer dans le sol. À partir de 4 millimètres, toute la pluie va dans les égouts. Donc, imaginez une pluie abondante qu'on en a parfois. Ça veut dire que même si vous changez 100 % de votre réseau souterrain, tant et aussi longtemps que vous ne changez pas la surface du sol, vous allez tout simplement mettre une pression sur votre système d'infrastructure souterraine, puis vous n'arriverez pas à faire des changements. Donc, si vous mettez la donnée de minéralisation du sol, lorsque vous allez faire vos travaux d'infrastructure souterraine, plutôt que uniquement changer les conduites et faire comme avant, comme on fait toujours, parce que c'est le même qu'on le faisait, bon, on va planifier autrement l'aménagement du sol pour permettre moins de pression sur le réseau d'aqueduc. L'autre élément important à celui-ci, c'est si vous amalgamez également une donnée de la qualité de l'air. Pourquoi la qualité de l'air? C'est que plus le sol est minéral, plus vous créez des îlots de chaleur, et donc plus en temps de canicule, la qualité de l'air va se réduire. On se rend compte dans des villes comme Montréal et plein d'autres villes que là où le sol est le plus minéralisé, là où il y a le moins de verdissement, ce sont aussi là où habitent les personnes les plus vulnérables. Quelles personnes vont être les plus touchées par le réchauffement climatique, les fortes pluies et la hausse des températures? Les personnes les plus vulnérables. Je rajoute une autre couche de données. On a découvert à Montréal que ces lieux les plus minéralisés à Montréal, où les personnes les plus vulnérables et où il y avait les plus gros îlots de chaleur, étaient aussi les endroits qui avaient le moins d'infrastructures municipales, de loisirs, de culture, de sport, de parcs. Et on aussi rendu compte que c'était aussi là où il y avait eu le plus grand nombre de contaminations communautaires pendant la crise de la COVID. C'était aussi là où il y avait le plus grand nombre de problèmes de logements insalubres et le plus grand nombre de contaminations de punaises de lit. Là, je viens de vous mettre je suis parti des conduites d'aqueduc pour me rendre aux punaises de lit. Tout ça pour vous dire que lorsque vous prenez ces données fondamentales que vous pouvez cueillir au fur et à mesure, ça vous permet d'avoir une perspective plus grande sur votre planification urbaine, de faire des choix radicaux plus importants et d'être plus incrémental sur l'ensemble de vos activités. Mais ça coûte une fortune en infrastructure numérique et de capacité. Ça veut dire qu'il faut être capable d'aider les autres villes. Donc, l'innovation ouverte, elle est nécessaire au point de vue numérique à cet aspect-là. C'est pour ça que, par exemple, lorsque j'étais responsable de la Ville intelligente, tous les algorithmes qui sont développés à la Ville de Montréal, ils sont ouverts et disponibles à l'ensemble de la communauté internationale pour les reprendre gratuitement. C'est pour ça qu'il faut ouvrir le plus de données possible dans les villes, qu'il faut se servir des infrastructures que le gouvernement en met en place pour ouvrir le plus de données possible. Et c'est pour ça aussi qu'il doit y avoir ces communautés de pratique pour qu'on puisse échanger les outils numériques qui permettent aux villes d'avoir le plus de données pour prendre les meilleures décisions possibles. Merci, merci beaucoup. Je pense qu'il y a une intervention ici, puis ensuite je vais prendre les questions de la salle parce qu'on a vraiment peu de temps. J'ai déjà 2 questions ici. Vous vouliez intervenir?
En fait, je veux juste compléter sur ce Oui. que François disait. C'est vrai que ça coûte cher, puis vous le savez, là, on vit de l'inflation, on est dans les budgets municipaux, et il y a des dépenses sexy et des dépenses pas sexy dans les villes. Donc, si on fait des investissements dans les infrastructures, ben les gens ne le voient pas nécessairement. Et si on investit pour aller chercher des collectes de données, les gens ne comprennent pas au départ. Ça va être bon, dans quelques années, on va investir pour dépenser moins après, mais on va couper dans les programmes de culture, dans les loisirs, dans d'autres choses. Donc, c'est vraiment un enjeu important. Donc, l'innovation est beaucoup freinée par ça. Puis actuellement, les budgets, ben, ça fait mal là, parce que l'inflation, on l'a directement dans les villes, comme les gens l'ont également dans leur quotidien. Merci beaucoup. Je vais prendre, il y avait une question là qu'on m'avait demandé en avant, mais je vais commencer là. 1, 2, 3, oui, 4. Oh, alors on y va rapidement sur des réponses bien serrées, s'il vous plaît. Bonjour, merci beaucoup pour le panel. Donc, Madison Reeling, directrice générale du pôle d'excellence en optique photonique du Québec. Premièrement, je veux souligner, dans une conférence sur les politiques scientifiques, je pense que la perspective des municipalités, des villes est très, très importante. Donc, merci beaucoup. C'est aussi une belle opportunité de lier directement avec la société, avec les communautés directement sur le terrain. Une question que j'ai pour vous, et je reviens au titre de la session, qui est vraiment comment est-ce qu'on accède à de meilleures preuves, à de meilleures données probantes. Récemment, le Conseil de l'innovation du Québec a annoncé en partenariat avec l'APDEC des formations sur l'innovation. Donc, comment peut-on mieux outiller, former les acteurs en développement économique pour accompagner justement les acteurs au niveau municipal, au niveau des villes, pour innover. Mais je dirais que c'est quand même, il y a une distinction à faire avec l'accès aux données probantes pour le développement des politiques. Donc, ma question serait, ça ressemblerait à quoi d'outils, on va dire, des ambassadeurs qui peuvent appuyer, accompagner les villes, les municipalités dans une meilleure utilisation des données probantes des résultats de la science? Pour les données, un des défis qu'on voit dans les municipalités, c'est la compatibilité des données. Donc, comment on les recueille, comment on les garde, on les calcule, le format qu'on utilise. Je dirais, un des grands plus serait la standardisation des données. Comme ça, on peut échanger ces données-là. On parle le même langage informatique, si on veut. Quand on se retrouve au niveau municipal à prendre des décisions dans l'acquisition, mettons, d'un programme de gestion de nos données. Au Québec, il y a quelques années, le gestionnaire municipal était extrêmement populaire. Là. Je ne sais pas si c'est encore le programme de choix, mais toutes les municipalités qui avaient le gestionnaire municipal parlent le même langage au niveau des données. S'il y a eu une décision au niveau de l'administration municipale de ne pas prendre ce programme informatique-là, alors on n'a pas accès aux mêmes données, on ne parle pas le même langage, donc on a de la difficulté à partager nos données qui pourraient être intéressantes si on essaie de faire des décisions dans une structure plus régionale, si on veut. Donc ça, je dirais, c'est un défi, la standardisation des données, la compatibilité d'un programme à l'autre pour pouvoir les utiliser là, dans la prise de décision de façon efficace et rapide. C'est un défi d'arriver à une municipalité et de dire « Ouais, ben, tu n'as pas fait le bon choix au niveau du système informatique, fait que ça va te coûter 50 000 $ pour être capable d'avoir la base de données de quelqu'un d'autre. » Puis souvent, les municipalités ne sont pas nécessairement outillées pour faire le meilleur choix. Au niveau de ces structures de données-là, ils vont parfois se faire convaincre par un fournisseur de services que c'est la meilleure option. Fait que d'avoir aussi une façon de comparer les offres de services, savoir laquelle est la plus utilisée, des choses comme ça pour être capable d'atteindre nos objectifs, c'est intéressant. Et de faire un choix collectif, je suppose, qui a du sens pour l'ensemble de la collectivité. Une autre question ici? Oui, merci. Patrick Montfort, je suis chercheur au CNRS en France et je travaille sur des questions justement de ces villes dans un programme donc sur le littoral méditerranéen. La question, c'est qu'en fin de compte, bon, pour moi, ce sont des socio-écosystèmes. C'est important de considérer la ville comme un socio-écosystème parce qu'en fin de compte, ça permet de reposer la question de la complexité, ce que vous avez déjà évoqué. C'est important, les administrations, enfin, j'appelle ça les administrations, la permanence des administrations, je reste très optimiste, ce sont elles qui font avancer le système.
je dirais, au-delà du changement des politiques. Parce qu'en fin de compte, le politique aujourd'hui, il est quand même confronté à des problèmes, quelle que soit leur position, il faut qu'il les gère. Alors, un des exemples, celui-là, vous ne l'avez pas évoqué, parce que ça dépend bien sûr du type de ville, c'est aussi une des forces importantes aujourd'hui des réflexions que peuvent avoir des administrations dans le tourisme. Je travaille sur le littoral méditerranéen où il y a des grandes villes balnéaires, construites dans les années 60, 30 000 personnes habitent à l'année, et l'été, c'est 3 millions de touristes. C'est le plus grand spot de tourisme en Europe, en termes de marina, en termes de camping, et c'est 300 000 en pic de fréquentation. Donc, ça génère d'énormes problèmes. Je ne vous fais pas un dessin. Et aujourd'hui, ce que se pose la question les offices de tourisme, c'est comment faire participer, et des exemples sont très intéressants de la participation des citoyens, mais que le touriste lui-même ne soit plus le consommateur qui vienne dans un site, mais qu'il vienne aussi participer à aller vers cette durabilité que l'on cherche. Face à des problèmes, en plus d'élévation du niveau de la mer, qui se rajoutent sur ces communes. Et aujourd'hui, même dans les réflexions, il se pose la question de la publicité négative vis-à-vis du tourisme de masse et de faire comprendre aux maires, comme par exemple à Toulouse, le retour des Chinois à Toulouse, ce n'est pas la meilleure des solutions aujourd'hui après la pandémie. On a besoin d'autre chose. Donc, dans les réflexions, est-ce que vous-même, vous avez pu aborder ces questions? Bon, le tourisme existe bien sûr ici au Canada, peut-être pas de la même façon, mais quelle implication il a dans les questions que vous pouvez vous poser? C'est une très bonne question parce que on l'a vécu vraiment de front avec la crise de COVID sur la question de l'économie ou l'avenir économique des centres-villes ou des villes qui a une stratégie habituellement très, très fortement liée au tourisme. Les centres-villes deviennent hyper dépendants du tourisme et le développement économique qui s'ensuit fait en sorte que s'il y a une chute radicale du tourisme, bien, vous allez avoir une chute importante du nombre de commerces, etc., etc. Et lorsqu'on a vécu la COVID, moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est de voir à quel point on a investi autant de milliards partout sur la planète pour maintenir le système. Pas essayer de vous dire « Hey, mais comment on va se préparer pour la prochaine fois? Comment on va devenir plus résilient comme territoire? » On avait une opportunité extraordinaire. Tout le monde était chez soi, travaillait à la maison, presque plus personne sur la route, plus personne qui voyageait. Au lieu de se dire bien, devenons plus résilients parce qu'on a une première. En fait, on avait comme une générale. Hein, la COVID, je la considère comme une générale face à ce qui s'en vient devant nous. On avait une opportunité de faire les choses différemment, de dire comment on peut faire en sorte que nos espaces urbains soient plus résilients et surtout au point de vue économique. Alors, pourquoi ne pas davantage miser sur la proximité? Il y a Carlos Moreno qui a développé la théorie de la ville du quart d'heure, mais comment faire que justement cette réalité d'hyper-proximité fasse en sorte que nos commerces et l'économie soient plus résilientes par elles-mêmes, qu'on n'ait plus besoin autant de tourisme, qu'il ne soit pas nécessaire que nos centres-villes survivent. Donc, on avait une opportunité extraordinaire de le faire, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, on a simplement investi pour maintenir et sauver le système tel quel. Et aujourd'hui, force est d'admettre qu'on est encore dépendant partout du tourisme. Il n'y a rien qui a changé. La prochaine grande crise va nous le remettre en pleine face et je ne sais pas si on va être capable de le faire, mais on n'aura pas le choix un jour de se dire que ce modèle de grande économie d'échelle dans les centres-villes qui dépend du tourisme n'est pas viable, n'est pas durable. Et si on veut être résilient, il va falloir se poser des questions sérieuses sur ces aspects-là. Et une des solutions, et je rebondis sur la question de tantôt, pour aider l'innovation, bien, il va falloir que l'innovation soit sortie des ministères de l'économie dans nos États. Parce que l'innovation, ce n'est pas qu'économique, c'est aussi environnemental et social, et ça, bien, on l'oublie tout le temps. Merci. Alors, on parlait de crise et de résilience. Alors, Marie-Christine. Merci. Bonjour. Donc, Marie-Christine Terrien, je suis professeure à l'École nationale d'administration publique, mais aussi directrice du CITID Living Lab sur la gouvernance de la résilience urbaine et co-responsable de l'initiative du collaboratoire Unicité qui est appuyé par le scientifique en chef du Québec pour développer donc cet espace de sciences pour politique urbaine. Parce qu'on le voit, puis on l'a entendu par les panélistes, qu'il y a vraiment un grand trou dans
le science to policy là, vers l'urbain, en fait, ça n'existe presque pas. On termine d'ailleurs une revue de littérature là-dessus. Moi, j'aurais une proposition rapide et une question. J'aurais une proposition de changer le titre de votre panel. Je pense qu'effectivement, les évidences ou les données, c'est évidemment fondamental dans toutes ses formes. Vous l'avez beaucoup évoqué. Mais ce que j'ai beaucoup entendu dans le panel, en fait, c'est que il y a encore des problèmes de mécanismes d'arrimage qui sont dans toutes vos présentations présents. Je pense qu'il y a aussi, avec des paliers supérieurs ou des paliers régionaux, des discussions à avoir. Et je me demande, en fait, si votre panel ne devrait pas s'intituler comment on peut créer de la valeur publique urbaine. Donc, cette nécessité d'avoir une discussion à un niveau qui fait en sorte que un ensemble de partenaires, personne n'a mentionné le ministère de l'Habitation et du Développement urbain, enfin, on ne sait jamais plus comment il s'appelle, qui ont des grandes capacités pour soutenir les municipalités. Au Québec, il y en a plus de 1000 et quelques. C'est absolument incroyable. Enfin, donc, c'était une proposition. On pourra y réfléchir collectivement. Ma question, elle est peut-être aussi reliée à ça, c'est que les villes ont énormément d'enjeux qui sont concurrents. Donc, effectivement, c'est bien, on passe de 3 à 140 ruelles, il y a une participation, mais comment il y a cet arrimage entre la concurrence des 112 problématiques urbaines, parce qu'il y en a une tonne, et en même temps, le fait qu'on accroisse la participation publique et qu'on crée aussi un équilibre avec l'administration publique qui a un rôle à jouer. Donc, ce triangle équilibré entre le citoyen, l'administration publique et le politique a peut-être quelque chose à jouer dans ces rôles concurrents. Enfin, Ce que je vais faire, parce qu'il y a très peu de temps, je prendrai rapidement les questions, puis ensuite je vous laisserai un tour de parole. Comme ça, on dépassera seulement de 10 minutes et pas de 15 minutes. Alors, merci pour votre question rapide. C'est bon. Johan Saint-Onge de l'Agence spatiale canadienne, mais aussi bénévole pour les bassins versants des 7 ici à Gatineau. Vous parlez beaucoup d'urbanisation, mais bon, nous autres, il y a 17 000 lacs, puis il y a encore un nombre incalculable de rivières. Puis je voulais savoir, est-ce que c'est sur votre radar, c'est pour faire une question courte, mais aussi en termes de fiscalité, est-ce que c'est quelque chose qui commence à être discuté pour élever la valeur de ces zones-là qui aident justement à la résilience, mais aussi pour un secteur tourisme renouvelé, non axé sur les centres-villes, mais peut-être plus sur la nature? Excellente question, et je vous invite à poser votre question aussi. Oui, bien dans le fond, moi, je m'orientais un peu dans la même direction que madame. Dans le fond, il y a beaucoup d'innovations qui sont créées dans les universités puis dans ce type d'institutions-là. Puis là, je m'excuse, j'ai manqué le début du panel, mais il y a beaucoup d'innovations qui sortent de là, puis souvent, c'est dur de sortir du milieu académique. Est-ce qu'il y a une ouverture, tu sais, des municipalités à collaborer avec les institutions? Puis dans le fond, ça fait juste en sorte que la recherche a le plus grand impact, donc au niveau du public. Puis là, je parle des universités, mais ça peut être vraiment différentes autres parties prenantes là, sur le terrain. Donc, pour avoir un meilleur impact social d'innovation qui sort de ça. Puis je trouve que la science, ça ne devrait pas être une ligne politique dans les budgets. Donc, il devrait avoir la science et l'innovation, ça devrait vraiment être quelque chose qui est hors politique parce que c'est non partisan, en fond. Là. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme nous sommes déjà arrivés à la fin de notre temps, je vous propose de faire ça rapidement et de vous donner chacun un mot de conclusion de 2 minutes, peut-être, au maximum. Merci. Vous pouvez commencer, M. Schreiber? Bien oui, bien oui. Bien, en fait, la question sur l'implication politique, administrative et sociale est très importante. François, tantôt, parlait de l'enjeu de quand un nouveau parti arrive, bien, il y a un petit peu de réfaction. Des fois, c'est difficile d'instaurer nos nouvelles politiques et c'est tout à fait vrai. Moi, je pense que c'est un travail d'équipe qui doit se faire tout le monde ensemble, puis il faut prendre conscience qu'on a un rôle à jouer et ce rôle-là, il est complémentaire. On n'est pas en compétition. Moi, je ne suis pas en compétition avec les élus municipaux. Je suis là pour implanter les orientations et la vision qu'ils ont sur la ville. Et mon travail à moi, c'est d'inculper ça dans l'administration, même si ça fait 25 ans que quelqu'un est là.
On parlait des enjeux environnementaux. C'est un enjeu important. Je suis dans les Laurentides. Il y a une quantité énorme de lacs et de terrains de jeu que j'appelle, là. Et on voit que dans le sud, on reçoit de plus en plus de problématiques liées au changement climatique. Et quand on parle à nos villes du Nord qui ont développé, qui ont peut-être changé un petit peu certains enjeux, c'est pas toujours facile de pouvoir communiquer ensemble puis de comprendre que si Mirabel se développe énormément et que Sainte-Thérèse, qui est juste au sud, a de plus en plus d'inondations et de problématiques, c'est peut-être parce qu'on a joué là-dedans. Et quand on veut travailler en collaboration, là, il dit non, c'est pas notre enjeu, c'est pas notre problème, on n'investira pas, on vous aide pas. C'est peut-être difficile là, de collaborer. Puis finalement, ce que je vois depuis la vingtaine d'années que je suis dans le monde municipal, c'est qu'effectivement, on travaille de plus en plus avec les universités, avec les chaires de recherche. On essaie d'innover lorsqu'on fait des projets, quand on fait du renouveau dans les centres-villes, quand on change les rues, quand on a des problématiques liées aux inondations, on fait des recherches et on travaille de concert de plus en plus avec le monde universitaire. Merci beaucoup, M. Schrubert. Rapidement, sur la question de la valeur de la biodiversité et sur la question des universités, c'est une très bonne question. Je ne veux pas embarquer sur le débat de la fiscalité municipale parce qu'on en aurait pour 2 heures. Cela dit, il y a quand même un élément important sur la valorisation de la nature et le coût ou la valeur d'une infrastructure naturelle. C'est un concept qui existe théoriquement, l'infrastructure naturelle, mais qui n'est pas en pratique intégré dans les paramètres comptables de la gestion des villes. Rapidement, un exemple, lorsque vous plantez un arbre pour une ville, ce n'est pas considéré comme une infrastructure capitalisable. C'est un coût direct qui sort des frais d'opération et donc, quand vous êtes une ville, vous ne pouvez pas faire de déficit, ce qui veut dire que si vous n'avez pas une enveloppe budgétaire dédiée à la plantation d'arbres et son entretien pendant 3 à 5 ans, donc le nombre d'arbres est limité, la plantation du nombre d'arbres est limitée par la capacité de payer au comptant, alors que si on pouvait considérer qu'un arbre est une infrastructure, on pourrait capitaliser l'investissement et là, déployer de façon beaucoup plus large. Et ça, c'est tous les événements environnementaux. L'autre question aussi budgétaire liée à la nature, c'est la question tarifaire, donc les tarifs. Dans la loi sur les cités et villes, la LAU, en fait, plutôt, il y a des barèmes sur les pénalités lorsqu'une personne coupe un arbre. Ces barèmes sont plafonnés, peu importe le nombre d'arbres coupés, à 5 000 $ par pénalité. C'est-à-dire que, disons que vous avez une entreprise qui s'appelle Olymbec, qui est dans le Milex, dans Rosemont-la-Petite-Patrie, et qui décide de couper d'un seul coup 300 arbres sur son terrain sans permis. Chaque arbre peut être pénalisé à 250 $ maximum, mais sur un taux global de 5 000 $. Couper 10 arbres ou 300 pour un entrepreneur à 5 000 $ de pénalité pour couper 3 arbres. Alors, si on venait évaluer le coût réel, économique, social et écologique d'un arbre, et si la loi se changeait, là, on viendrait complètement changer la donne et ça donnerait aussi un autre pouvoir fiscal important aux villes. Rapidement, sur les universités, il y a un élément qu'il faut comprendre, c'est la difficulté de comprendre les besoins et le rôle de chacun. C'est-à-dire qu'une ville, trop souvent, va utiliser les chercheurs juste pour son besoin propre, sans considérer que l'étude qui peut être générée par l'université pourrait éventuellement favoriser l'émergence davantage d'autres études et à quoi sert la recherche fondamentale. Il faut qu'il y ait ce dialogue-là pour qu'il y ait un échange, parce que le travail quotidien des fonctionnaires, des professionnels, des ingénieurs d'une ville peut aussi contribuer à générer de la donnée pour les chercheurs et créer des nouvelles recherches et de la connaissance. C'est là qu'il y a un manque, c'est-à-dire qu'il faut cesser que les villes se servent uniquement de façon utilitaire des travaux de recherche, mais qu'il y ait un échange de connaissances qui favorise l'émergence de recherche, mais aussi de meilleures connaissances de la ville. Merci. On va amener notre relation à un autre niveau. C'est ça que j'entends. Monsieur Biron. Oui, en 30 secondes sur la concurrence des enjeux. C'est réel ici. Je peux vous dire que pour avoir travaillé au Togo, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, Niger, quand on arrive dans les villes, on leur dit on va prioriser les cibles des ODD. On dit, mais pourquoi on va prioriser? Tout est prioritaire. Encore plus qu'ici. Mais encore plus parce que les 169 cibles des ODD, déjà ça paraît beaucoup, mais dites-vous que c'est quand même un compromis
international. Okay? Donc, les 169 cibles qu'on a dans le programme des ODD, c'est les 169 qu'on a retenues au final comme étant les plus importantes. Et quand on fait l'exercice, typiquement, on réunit les parties prenantes d'une ville. On peut être au Burkina Faso, par exemple, à Ouaïgouya, on était pratiquement une centaine, mais ça peut être fait à plus ou moins grande échelle. Et là, les gens, on dit, bon, qui connaît les ODD? Personne. On commence à lire les cibles et le réflexe, c'est de dire, cette cible-là, ah oui, ça c'est super important. Cible 2. Ah non, celle-là, c'est super important. Finalement, les 169 sont super importants. Donc, l'idée, c'est qu'on leur dit, prouvez-le-moi. Prouvez-le que c'est très important. Alors, quels sont vos risques? Quelles sont vos opportunités? Si vous n'atteignez pas la cible à l'horizon 2030, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin de la ville ou on est où là? Donc, prouvez-le avec vos risques et opportunités. Dites-moi quels sont les enjeux spécifiques. À partir de là, on va commencer déjà à avoir un meilleur portrait pour prioriser finalement les actions importantes. Et on va se rendre compte que finalement, il y a des enjeux qui ressortent régulièrement. Changement climatique, eau, etc. Et, OK, donc on va se dire, en travaillant sur tel axe, tel axe, je vais pouvoir contribuer positivement à l'atteinte de mes 7-8 priorités et je vais pouvoir avoir le plus grand impact possible. Donc, c'est là-dessus que je vais travailler sur mes 4-5 prochaines années. Je ne vais pas délaisser le reste. On garde ça sous le coude, c'est là, mais au moins, on est capable de dire, ben, dans tout ce qui est prioritaire, il y a quand même des choses qui vont me rapporter davantage, des low-hanging fruits, aussi, comme on dit, donc ce qui est possible d'aller chercher et qui aura le plus grand impact en fonction des enjeux qui sont récurrents. C'est ça le travail qu'on fait finalement avec les villes et qu'on arrive à prendre l'éléphant d'une bouchée à la fois. Merci. Et Madame Deslauriers? Oui, pour les actifs naturels, je vous invite à vous tenir au courant de l'actualité parce qu'il y a beaucoup de mouvements au niveau de la conservation, l'importance de la conservation, de reconnaître l'importance des actifs naturels, donc la gestion des actifs naturels pour les municipalités, les puits de carbone, tout ça. Le gouvernement fédéral travaille sur une stratégie qui devrait sortir sous peu. Puis, il devrait y avoir des programmes qui en découlent. Donc, je vous invite de regarder ça. Au niveau de la Fédération canadienne des municipalités, nous, on a travaillé justement sur les actifs naturels, autant au niveau de notre programme de gestion des actifs que notre programme d'adaptation au changement climatique. Les municipalités rurales sont très au courant de leurs actifs, puis on a des beaux exemples de planification de croissance qui se sont faits autour des actifs naturels. Donc, dans l'optique de protéger un lac, par exemple, de prendre les décisions, d'avoir une planification stratégique sur 15 ans pour s'assurer que la réserve en eau potable est conservée. On le voit de plus en plus là, dans nos communautés rurales. Puis au niveau des partenariats avec les universités, c'est encore à la pièce, malheureusement, mais il y a aussi beaucoup d'organismes de financement qui se concentrent qui se concentraient davantage sur l'économie, en fait, la recherche et l'économie. Et maintenant, à la Fédération canadienne des municipalités, on a des contacts où ils ont développé des filières municipales. Donc là, j'ai les acronymes seulement en anglais dans ma tête, je suis désolée, mais le programme MyTax fait du financement au niveau de la recherche et ont développé dans les 2 dernières années une filière municipale. On est en discussion avec eux pour voir comment on peut faire du cofinancement sur des projets. Il y a aussi... voyons, ça m'échappe. Mais d'autres programmes... Les conseils subventionnaires fédéraux, hein, je crois que nous parlions de ça. Oui, je parlais de ça. Fait que là, les acronymes se mélangent dans ma tête. Mais il y a des filières municipales qui ont été développées. Donc, je pense que ça pourrait passer par là, mais aussi par les associations municipales. Donc, chaque province a leur association municipale, connaissent très bien leur membership et leurs besoins au niveau des membres. Donc, ça pourrait être une belle avenue à explorer. C'est une très belle conclusion. Nous avons des belles collaborations à explorer entre les organisations municipales, les fonds subventionnaires. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vais vous laisser parce que bientôt le repas s'en vient. Alors, les gens s'en viennent avec le repas. Simplement vous préciser aussi qu'au bureau du scientifique en chef, le scientifique en chef, comme vous le savez peut-être, est aussi président de l'INGSA, International Network for Governmental Science Advice, le réseau en conseil scientifique
gouvernementale internationale et nous allons développer une antenne nord-américaine dans les prochaines années. Et nous avons décidé que cette antenne serait concentrée sur les enjeux municipaux. Alors, on a un beau territoire ici sur l'ensemble de l'Amérique du Nord pour essayer de concevoir ces fameux partenariats et ces collaborations entre villes. Alors, je vous laisse là-dessus et au plaisir de discuter avec vous tous. Merci beaucoup.